Je suis infirmière. Je travaille de nuit car les salaires sont plus intéressants et que j'ai vraiment besoin du moindre centime possible car je vis dans une grande ville. Le loyer, les transports, bref, tous ces frais font que j'ai besoin de ce supplément de salaire que m'offre le travail de nuit. Je vivais une vie tout à fait normale, comme n'importe quelle infirmière, jusqu'au jour où elle va changer du tout au tout. À partir de ce jour-là, je vais enchaîner les problèmes. Ce jour-là, une femme d'environ 28 ans est entrée dans l'hôpital où je travaillais. Elle avait l'air très pressée. Comme le soir, il n'y a plus d'agent d'accueil, je lui ai demandé si je pouvais l'aider. Elle m'a tendu un papier avec une adresse et elle m'a dit de m'y rendre le lendemain après-midi pour un petit travail très simple, mais pour lequel je serais très bien payée. Elle me dit que je l'y retrouverai là-bas. J'y ai pensé pendant toute ma nuit de service. De quel travail pouvait-il s'agir? Quelque chose de facile, mais très bien payé? Je suis vraiment fatiguée de travailler autant. Donc j'irai voir, on ne sait jamais. Je suis sûre que c'est pour surveiller un de ses parents, vieux ou malade. Je pense que c'est ça. C'est le seul petit boulot qui nécessiterait une infirmière. Le lendemain, je me rends à l'adresse et j'y trouve bien la femme de la veille. Je lui pose alors la question. De quel travail s'agit-il? Et elle me répond. Je ne vais pas te faire perdre ton temps, mais je vais aller droit au but. Il y a un homme dans votre hôpital, dans la chambre 14. Tu vas y entrer cette nuit et lui retirer son masque à oxygène. Lui va mourir et toi, tu seras payé tout simplement. J'étais choquée. Elle m'a dit ça avec un tel aplomb et une telle confiance. Je lui ai répondu, vous savez que c'est un meurtre que vous me demandez de commettre et que je pourrais risquer la perpétuité? Et alors, tu crois que je ne sais pas le genre de personne que tu es? Je t'observe depuis un moment et je sais que tu es une infirmière corrompue. Tu ne t'occupes bien que des personnes dont les familles te donnent de l'argent et tu rends même de petits services selon la somme. Certes, mais il y a une différence entre de petits services et un meurtre. Eh bien, si tu fais ce que je te demande, tu recevras 80 000 euros. Ce montant m'a choqué. Il me faudrait peut-être travailler la moitié de ma vie pour gagner cette somme. Je lui demande qu'est-ce qu'elle a à gagner de ce décès. Ça ne te regarde pas. Tout ce que tu as à savoir, c'est que si tu fais ce que je te demande cette nuit, demain matin, tu auras ton argent cash. Et si tu ne veux pas, fais comme si tu ne m'avais jamais vu et je trouverai quelqu'un d'autre. Je finis par accepter finalement. Je pourrais démissionner dès le lendemain et je pourrais accomplir mes projets ou me mettre à mon compte. Je lui demande quand même si cet homme fait partie de sa famille ou si c'est quelqu'un qui lui a fait du mal. Elle me répond que c'est son père. Pourquoi cette femme veut-elle la mort de son père? Je pense, et c'est la raison la plus logique que j'ai trouvée, que son père est très riche et que plus vite il mourra, plus vite elle pourra hériter. Cette nuit même, je prends mon service à l'hôpital. J'attends les alentours de 2 heures du matin, quand tout est vide et calme. Je suis rentrée dans la chambre 14 et j'ai trouvé un vieux monsieur. En me voyant, il m'a dit « Ma fille, je suis fatiguée, très fatiguée. » Il me regardait et ses yeux n'avaient rien d'un vieil homme sur son lit de mort. Ils étaient pleins d'innocence, comme ceux d'un petit garçon. Et je lui ai répondu « Ne t'inquiète pas, tonton, je vais te soulager de tout ça. » Au début, je n'ai pas réussi, mais je me suis dit qu'il était déjà très âgé et très malade, et que ce n'était qu'une question de jours ou d'heures avant qu'il ne meure naturellement, et j'aurais juste laissé passer l'occasion de gagner 80 000 euros. J'ai pris mon courage à deux mains et lui ai retiré le masque. Il s'est mis à s'étouffer, puis très rapidement il est décédé. Le lendemain, comme prévu,
sa fille m'a donné mon argent et m'a dit « On ne s'est jamais vu ni parlé ». L'après-midi même, ils déposaient ma démission, mais j'ai croisé la police. Je crois qu'ils savent que l'homme n'est pas mort naturellement, mais ils n'ont aucune preuve. Je rentre alors chez moi, et c'est là que tout va commencer. J'entends sa voix, la voix du vieil homme, qui répète cette phrase incessamment. « Ma fille, je suis fatiguée, très fatiguée. » Je pense que j'hallucine. C'est ma conscience qui me joue des tours car ce que j'ai fait est horrible. Oui, ça doit être ça. Je vais dans ma chambre me changer pour aller dormir et je continue à l'entendre, cette voix, très distinctement. Elle se met à résonner depuis mon salon et là je comprends que je n'hallucine pas et que quelque chose ne va pas. En allant vérifier dans le salon, je le vois, là, par terre, en train d'agoniser, cet homme que j'ai tué. Il s'étouffe, exactement de la même manière que cette nuit. J'ai eu très peur et je suis sortie de chez moi pour aller taper chez ma voisine. Je lui ai raconté ce que je vois chez moi et elle m'a accompagnée pour vérifier. Mais plus rien. Elle me rassure en me disant que c'est juste la fatigue et le stress du travail qui me font halluciner. On rentre chacune chez soi et je décide de m'occuper pour oublier tout ça. J'entends toujours sa voix, agonisante, se rapproche, mais j'essaye de faire abstraction. Pour moi, ce n'est que le fruit de mon imagination. Je m'installe devant la télé quand je l'entends me parler dans l'oreille. Je me suis retournée tout de suite pour voir d'où venait le son, et il est là, assis à côté de moi. Je tombe nez à nez avec un visage effrayant, le même qu'il avait quand il était en train de mourir sous mes yeux. Je m'évanouis tant mon choc et ma frayeur étaient grands. Je me suis réveillée 6 heures plus tard, au sol, dans mon salon, la télé toujours allumée. J'entends encore cette voix. Alors que je n'ai même pas encore repris mes esprits, je décide de suivre le son de la voix. Et je le vois à nouveau. C'est trop pour moi. Il faut que je quitte cette maison qui est hantée par l'âme de cet homme. Au moment où j'ouvre la porte d'entrée, je tombe nez à nez avec lui. Mais cette fois, il porte une longue robe noire et son visage est tellement effrayant. Il me dit « Alors, tu ne m'invites pas à entrer ? Tu vas me laisser dehors ?» Je lui réponds « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être mort. Qu'est-ce que tu veux que je te donne pour que tu me laisses tranquille ? L'argent ? Tiens, je vous rends votre argent, mais laissez-moi. » Il se met à rire et il me dit en souriant « Mort ? Non, non, je suis bel et bien vivant et je ne veux pas de ton argent. Ce que je veux, c'est ton âme. » En me disant cette phrase, il m'attrape par la gorge, me soulève et entre dans la maison en fermant la porte derrière lui. Il m'étouffe. Je me débats pour me libérer de ses mains, mais rien à faire. Il est trop fort. Ce n'est pas le vieillard que j'ai tué, c'est sûr. C'est sûrement son âme qui vient se venger. Pendant que j'essaie de me libérer, je vois une épaisse fumée noire sortir de sous sa robe. Tellement épaisse qu'elle m'étouffe encore plus, comme s'il y avait le feu chez moi, et je m'évanouis de nouveau. Je me réveille quelque temps plus tard, au bruit de mes voisins qui tambourinent à ma porte. « Ouvre, ouvre, il y a le feu. Appelez la police. » Je me suis précipitée pour leur dire que ce n'était rien de grave et que j'avais seulement oublié le pain sur le feu. Mais il n'en était rien. C'était une fumée tellement épaisse qu'aucun feu n'aurait pu être à son origine. En retournant dans mon salon, il est encore là. « Ce n'est pas la peine d'essayer de fuir. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que j'aie ma vengeance. Je veux ton âme. » Je suis sortie et j'ai tenté d'appeler la fille qui m'a demandé de commettre ce crime. Mais rien. 10 appels, mais le numéro ne marche plus. Je décide alors de chercher des informations sur elle à l'hôpital. Je recherche les coordonnées des deux, mais ils n'ont pas les mêmes noms de famille. Il ne s'agit donc pas de son père. Elle m'a menti.
Je décide alors de rentrer ramasser mes affaires, l'argent et partir loin, quitte à changer carrément de pays. Mais arrivé chez moi, j'ai trouvé la police qui m'attendait. Ils sont sûrs que c'est moi qui ai tué cet homme car il y avait mes empreintes sur le masque. Pourtant, je suis persuadée d'avoir mis des gants, justement pour éviter de laisser mes traces. Comment c'est possible alors? J'ai écopé de 30 ans de prison ferme, et à l'heure où je vous raconte cette histoire, cet homme me poursuit toujours, jusque dans mes rêves. Je regrette amèrement le jour où j'ai accepté de commettre ce crime.